Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. L'audio, on a été interrompu pendant la lecture de cet ouvrage et avec ma présentation, une petite analyse personnelle pour expliquer ma position sur différentes thématiques. Donc on était sur le livre Délire raciste et savant fou, arrêté avec Paul Broca entre autres sur la mesure des crânes dans les années 1800 et quelques jusqu'aux années 1880. Donc on avait commencé, je crois, vers les années 1817 et ça continue ainsi dans cette idée que l'on peut quantifier l'homme et que l'on peut le qualifier par rapport à sa grosseur de cerveau qui permet une certaine contenance, une masse cérébrale qui créerait l'intelligence et qui offrirait de facto la conclusion qu'il y a bien une différence entre certains peuples et en haut de la pyramide, apparemment, tout au début de la fresque, seraient les Blancs et qui gouverneraient le monde. On retrouve cette idée dans la Troisième République, et ce qui est incroyable, c'est que ça enseigne à l'école, une république socialiste, quoi qu'il en soit, on n'a jamais vu une république de droite, vraiment patriote, qui défend les idées chrétiennes, etc. On est dans une idée socialiste, tout le temps. Donc, quand on regarde ça en détail, on voit qu'il y a un enseignement d'une différence de caste, de race plus précisément, selon les peuples, et donc des fresques sont établies. Et il y a cette idée quand même humanitaire, où par notre intelligence, on devrait se déployer à l'international et leur offrir toutes les capacités pour devenir meilleurs. Donc on voit vraiment que le socialisme s'est ramené au national pour conduire au drame et qu'à chaque fois il y a eu cette même répétition dans l'histoire. Donc ça c'est pour ce livre-là. Après on reviendra sur Lombroso avec sa thèse sur les crétins et qui dit que les enfants sont comme les animaux déjà prêts à être dans une forme de criminalité et qu'ils ont besoin d'un bon enseignement tout en dénonçant aussi Rousseau et son contrat social. Donc c'est assez, voyez-vous, contradictoire dans la forme. On rencontre après tout le côté de la nature qui est dans tout, où chacun est co-héritier ou non, obligé après de reculer devant les résultats de la craniologie. Ils vont voir que finalement ils sont complètement plantés, que c'est pas à partir de ça qu'on peut, comment dirais-je, différencier les hommes, en intelligence en tout cas. Donc après, ils vont se questionner sur le délinquant, quelle est sa physionomie criminelle. Ils vont commencer à établir des tableaux et c'est certainement ça qui sera repris, inspiré, inspirant devrais-je dire même pour la suite, dont les nazis. Donc après, on verra qu'il y a différentes choses. On se penchera aussi sur la femme de Lombroso, sur les familles du crime, sur les conflits entre la religion et l'État. Et on en arrivera cette fois-ci au blasphème. Quelque chose qui a été partagé à l'époque, qui a insulté le Christ et qui aujourd'hui se retrouve encore un peu utilisé par certains, donc contre Yeshua bar Yosef ou Yeshua bar Eli. Donc Jésus est présenté comme étant quelqu'un, comment dirais-je, qui a trompé le monde. Il parle après de son état de santé, dit que pour certains il était même tuberculeux, donc on est vraiment dans l'ignoble, dans l'insolence, l'insulte envers les chrétiens. Et malgré ça, vous ne voyez pas de radicalité, toujours une réponse avec intelligence. Les chrétiens possédant les vertus savent qu'ils vont y aller avec leurs arguments contre ceux qui sont dans le vice, dans la manipulation, ce que vous voulez. Alors, petit moment d'annonce, ça arrive prochainement sur la chaîne, l'esclavage en terre d'islam. Je vous ai déjà parlé de l'esclavage par les juifs. On verra que dans ce livre, c'est énuméré à nouveau parce qu'il y a une page que je vous ai présentée sur le monothéisme. Je vous l'ai mis dans l'espace communauté. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, qu'il y avait des eunuques, des personnes castrées, et que par exemple c'était fait dans une certaine région, je n'ai plus le nom en tête, que c'était donc des juifs qui faisaient les opérations, même sur de jeunes slaves, donc des Européens de l'Est, ils les castraient et puis ils les vendaient après sur le marché en Espagne, qui était sous domination musulmane, cette Espagne. Et donc ça conduit après à tout ce commerce en réalité entre les différents sémites, si je puis dire, juifs et musulmans. Et on retrouvera aussi, puisqu'il faut être honnête,
une part de l'autre monothéisme, la chrétienté, qui se servira des castrats pour certaines représentations des événements et avoir des voix qui semblent être célestes, si je puis dire, et donc qui participaient intégralement à ce commerce. Alors maintenant après, une fois que j'aurai traité ça, on a vu les harems, les femmes blanches par exemple qui étaient enlevées, d'autres qui étaient asservies pour être esclaves au champ. C'est vraiment de l'horreur, hein. On constatera que ce sont les Occidentaux qui font cesser le trafic d'humains à la Mecque, qu'apparemment nous serions, nous, la décadence, face à eux, la brillance, les élus, si je puis dire, ceux dans la bonne voie, guidés, soumis à la bonne autorité, et pourtant, c'est pas auprès de Dieu qu'ils vont soumettre pour faire cesser le trafic d'humains, c'est auprès d'Occidentaux, par les contrats et entre autres avec la Grande-Bretagne. Il me semble que c'est bien la Grande-Bretagne qui appuie contre les ventes de femmes à la Mecque, et qu'ils arrêteront dans les années 1960-70 par là. Donc on voit vraiment qu'il y a un esprit d'horreur dans différentes religions. On peut se questionner de qui sont les représentants, que ce soit les prêtres, les professeurs, les docteurs, ce que vous voulez, la façon dont vous les dénommez, pourquoi ont-ils autorisé ceci? Et après on peut continuer plus loin, mais ça, c'est une petite pépite qui arrive bientôt sur la chaîne. Là, je suis à la page 83. J'irai, je pense, jusqu'à la page 250 pour cette année. Et on se fera le reste en 2025. Puisque il faut que j'arrive aussi cette année à aborder la traite par les chrétiens. Oui, il y a tout un travail quand même. Je ne reste pas que sur les juifs, que sur les musulmans. Non, non, on fait l'intégralité du travail. Mais on y va par... voyez-vous, tranche. On ne peut pas tout mélanger d'un coup et arriver comme ça, ce n'est pas possible. Un sujet qui est traité avec sérieux nécessite du temps et donc le meilleur moyen d'y parvenir, vous le voyez, c'est un ordre chronologique, essayer de faire des choses à peu près dans une certaine dimension qui s'enchaîne pour être dans le juste, et c'est ce que vous constatez en général avec mes contenus, ça n'arrive pas par hasard, il y a toujours une suite. Donc essayez de vous questionner sur ce qui arrive prochainement aussi, avec tout ce que je fais actuellement. Alors, on était sur Paul Broca, intéressé entre autres à la mesure de l'encéphale, mais tout ça est toujours déroutant. Paul Broca fut parmi les premiers étonnés, d'autant plus qu'il travaillait avec une certaine rigueur. Par exemple, les hommes de Cro-Magnon possédaient un plus gros cerveau que les Européens du 19e siècle. Alors, comment était-ce possible? Est-ce que l'intelligence humaine n'avait pas cessé un moment de progresser au cours des âges? Dans les vieux cimetières parisiens, où il fit moisson d'ossements des squelettes allant du XIIe au XVIIIe siècle, il ne connut pas moins de surprises. La capacité crânienne était variable, certes, selon les individus, mais en moyenne, elle ne semblait pas avoir augmenté avec les siècles. Et c'est là que, plus loin, une corrélation va être effectuée entre le côté du poids charnel du corps et du coup le poids du cerveau. Et c'est pour ça que certains résultats envers les Africains montrent des mesures bien moindres, en tout cas sur le poids du cerveau, sur la capacité haute, on va dire, au niveau de la boîte crânienne. Eh bien, tout ça est dû, entre autres, à des manques de nutrition, d'alimentation, mais n'enlève pas pour autant, n'affecte pas pour autant l'intelligence. Alors après, on observe qu'il est admis que les grands hommes, ceux dont on avait pu peser l'encéphale, assez vite après leur mort, étaient dans une certaine diversité des capacités, mais qui se confirma quand même. La moyenne européenne se situe entre 1300 et 1400 grammes pour les hommes, et on sut bientôt que nos modernes penseurs se répartissaient plutôt vers les extrêmes. Donc on a Anatole France, 1017 grammes, F. Gigal, 1198 grammes, Walt Whitman, donc lui commence à accéder aux hautes personnes, entre guillemets, 1282 grammes, G. Cuvier, 1803 grammes, et Tourguenieff, 2 kilos de cerveau. Bon, comment c'est possible d'obtenir ces résultats? Eh bien, on va voir que y en a certains qui, comme Viret en 1817 ou Wolkoff en 1847, remplissaient en fait les crânes vides avec de l'eau. Et pour éviter les fuites et déperditions, Tiedemann, en 1837, il fait couler des grains de millet, qu'il renversait après dans un tube gradué et d'où il déduisait
le poids du cerveau qui était abrité dans cette boîte crânienne. Dumourtier y introduisait du plâtre liquide qu'ensuite, une fois le crâne scié, il plongeait dans l'eau pour en calculer le volume. L'Américain Samuel Morton utilisait des graines de moutarde. Il fut, semble-t-il, le premier à s'apercevoir que toutes ces mesures n'étaient guère satisfaisantes. En effet, selon qu'il tassait ou non ces graines, il obtenait des différences de l'ordre de 5%. Il employa alors du plomb de chasse numéro 2 qu'il pensait moins élastique, mais des variations dans ces mesures qu'il venait à répéter pour voir les différences étaient de l'ordre de 2 à 3% selon le cas. Pour les encéphales prélevés après la mort, le problème n'était pas moindre. On verra plus loin à la page 24 qu'il est aussi question de cette évaporation. Et c'est le cas pour l'affaire Gambetta qui fut significative à cet égard. Ce grand politicien français mourut pratiquement au sommet de sa gloire et, par chance, il avait laissé son encéphale à la Société d'autopsie de Paris. On s'attendait, chez celui qu'on appelait le sauveur de la patrie, à trouver une masse énorme. Première surprise. L'encéphale de Léon Gambetta ne pesait que 1169 grammes. Deuxième surprise, il ne faisait que 1150 grammes quelques heures après et plus que 1090 grammes au bout de quelques jours. Les cerveaux, même conservés par les méthodes les plus adéquates, s'évaporaient. Alors, il faut trouver une logique à ça. Donc les craniologues inventèrent une parade. La déperdition de poids chez Gambetta trouvait son origine dans les pratiques d'embaumement de son corps, en particulier l'usage de chlorure de zinc. Il n'y avait donc qu'à publier les chiffres tronqués et se conserver les chiffres réels de côté. On les tint secrets jusqu'en 1886 et maintenant il fallait reconstituer la masse de l'encéphale de Gambetta avant manipulation. Ainsi, parvint-on à remonter, par une série de calculs sans aucune légitimité, le poids de l'encéphale du grand homme, passant de 1169 grammes mesurés en direct à 1246 grammes, un poids presque acceptable puisque les grands hommes sont situés entre 1300 et 1400 grammes. Donc une autre affaire nous montre également le peu de sérieux de ces prétendues mesures scientifiques à Paris quand la comparaison fut faite entre les cerveaux allemands et français. Un adversaire de Broca, l'excellent médecin Gratiolet, observa que les encéphales allemands pesaient en moyenne 100 grammes de plus que ceux des Français. Cela allait dans le même sens que les travaux polémiques de Stark, un médecin de Stuttgart, qui avait ainsi expliqué la défaite française de 1870 en disant que les Français n'avaient pas assez de cervelle. En fait, l'explication était très naturelle. Les Allemands, fils d'un peuple bien nourri, pesaient généralement plus lourd. C'est là qu'on fait la corrélation entre le poids du corps et la possibilité d'avoir un cerveau plus important en poids. Touché au vif, Paul Broca contesta, puisque les Français étaient forcément plus intelligents. On le repesa quantité de cervelle allemande et, même en faisant ces mesures, il ne trouva plus qu'une différence de 48 grammes. Donc là, déjà, on passe de 100 grammes à 48 grammes. Il fit entrer en ligne de compte le poids des corps et discuta aussi, jusqu'à l'absurde, le poids des encéphales français, prélevés dans les hôpitaux. Ces cervelles venaient de gens malades, puisqu'ils étaient morts. Or, les malades maigrissaient dans leurs derniers jours et leur encéphale diminuait. Donc, sous-entendu, au long d'une vie normale, le français avait un cerveau peut-être aussi lourd, imposant que l'allemand, mais quand on venait à faire la différence des mesures, on prenait sur le cerveau du français qui était décédé dans un hôpital, et donc dans ces derniers jours, l'affaiblissement, la perte de poids entraînait également une régression apparemment du cerveau selon ces personnes. On devait donc faire des corrections, reconstituer la vraie vérité. Broca se débrouilla si bien qu'en recalculant tout, il arriva à démontrer que les encéphales allemands ne pesaient en moyenne que 1320 grammes contre 1333 grammes pour les encéphales français s'ils avaient été pesés en bonne santé. L'honneur gaulois était sauf. Donc là, on voit carrément une inversion. Ils ne sont plus à 100 grammes au-dessus, mais ils sont même inférieurs de 10 grammes, 13 grammes aux Français. Donc en fait, c'est la guéguerre, on va dire, entre... non, c'est notre peuple qui est supérieur par une donnée qui ne prouve pas l'intelligence, encore une fois. Là, on est vraiment sur
une assertion de plein d'ailleurs de chercheurs qui disent que la grosseur de ton cerveau fait ton intelligence. La science était un manteau qui recouvrait du racisme, de la xénophobie et surtout beaucoup d'idées préconçues, quel que fût l'emballage prétendu scientifique dont on les entourait. Donc là, on est dans les années 1817, 1847, 1880, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait Hitler et le méchant nazisme. Nous sommes dans les années, après dans les années 1870 et compagnie, de la Troisième République pour la France, qui promotionnera la différence raciale avec des fresques allant du noir au blanc, si je puis dire, pour montrer les différences des peuples, des intelligences, des civilisations quelque part. Et, rappelons-le, les républiques sont avant tout socialistes. Vous ne trouverez jamais une république vraiment patriotique, qui défend la chrétienté et qui est dans son vrai ordre, on va dire, de fille aînée de l'Église pour la France. Donc, ça prouve que ce sont les socialistes à chaque fois qui ont commis les désordres, qui ont fait preuve de vrai racisme, de discrimination, entre autres, depuis les travaux de Mendel, mais surtout après la récupération de Charles Darwin pour l'origine des espèces, et à partir de là, différencier les êtres humains. Puisque si nous sommes cousins du singe, eh bien, dans l'espèce des singes, il y a plusieurs variétés, il y a des races de singes. Donc ça voudrait dire que dans l'espèce humaine, il y aurait plusieurs variétés, et de facto, certaines qui auraient évolué et seraient développées intellectuellement, et d'autres qui seraient plutôt dans une force, voyez-vous, motrice, dans en tout cas une proposition pour déployer une énergie. Donc cela, en fait, on ne doit pas les mener à l'intelligence, on doit les mener seulement au champ et à les travailler. Vous comprenez? Eh bien, je pourrais continuer mon expression sur le sujet, même par le cousin Francis Galton, leur idée d'eugénisme. On en a déjà parlé l'autre jour, donc je ne vais pas me répéter à nouveau, mais c'est important de voir que c'est le socialisme qui veut vraiment nous différencier et qui se voudrait dans une répartition communiste des rôles de la société. L'intelligence des Noirs. Aux États-Unis, la question de la valeur intrinsèque des Noirs était capitale, puisque l'esclavage y resta légal jusqu'à la fin de la Seconde Guerre, jusqu'à la fin de la guerre de sécession, donc de 1865. Un tel état de suggestion ne pouvait plus, en plein 19e siècle et à l'heure des théories socialistes, se justifier par les malédictions bibliques sur la race de Cham. Il fallait maintenant trouver autre chose, de préférence des arguments scientifiques, puisque le nouveau dogme qui s'installe dès le 19e, c'est la science. On ne peut contredire la science, on agit même en son nom. Donc, on s'y employa, avec le concours des Européens. D'abord, on mesura beaucoup de crânes des Noirs américains, mais on rencontra ce qu'on avait déjà repéré partout ailleurs, toutes les capacités imaginables. Il y en avait de petites, et cela rassurait l'homme blanc, mais il y en avait aussi de fortes, voire de considérables, et c'était bien inquiétant. Or, à l'époque, en toute bonne foi, dans les milieux médicaux et scientifiques, on pensait que les Noirs étaient inférieurs biologiquement. Il devait bien exister un moyen de le démontrer. Broca, qu'il ne faudrait pas tenir pour un imbécile, avait fait une découverte remarquable, même s'il faudrait un jour l'affiner. Ce qu'on a appelé les localisations cérébrales, dont son aire de Broca que je vous énumérais l'autre jour. Chaque partie de l'encéphale semblait correspondre à une faculté précise, la sensibilité tactile, le langage, etc. Il restait à vérifier quelque chose. Si les Noirs avaient un cerveau aussi gros que les Blancs, était-ce en toutes ces parties ou certaines parties étaient-elles plus développées chez les uns que chez les autres? On pensa que la position du trou occipital, donc à l'arrière, permettait de sauver la mise à la race blanche. On sait en effet qu'en paléontologie, la position de ce trou qui sépare la masse cérébrale de la moelle épinière est essentielle pour distinguer les hominiens des préhominiens. Plus le trou à l'arrière du crâne, comme chez les quadrupèdes, donc je pense qu'il manque un truc parce que c'est marqué plus le trou est à l'arrière du crâne. Ah oui, plus le trou était à l'arrière du crâne. J'allais penser plus il était gros, mais non. Plus le trou se situe donc à l'arrière du crâne et plus l'animalité est évidente. Plus ce trou est en avant, sous la tête, plus la station debout est probable, plus l'humanité l'emporte.
On vérifia donc la position du trou occipital chez les Noirs. Pas de chance, en moyenne, ce trou était chez eux plus avancé que chez les Blancs. À en juger par ce critère, les Noirs étaient donc plus humains que les Européens. Mais les localisations cérébrales permirent de remettre les choses à leur place, donc il fallait trouver une autre méthode. On s'aperçut que la forme des encéphales, à poids égal chez les Noirs et les Blancs, n'était pas tout à fait la même. Les Blancs, généralement dotés d'un front haut, avaient un encéphale un peu plus fort à l'avant et un plus petit à l'arrière. Et c'était le contraire chez les Noirs, qui présentaient un cerveau plus volumineux à l'arrière et à ce moment-là, donc, de moindre importance à l'avant. Il suffisait alors de dire que les fonctions essentielles de l'intelligence, les fonctions nobles de l'homme, se trouvaient localisées à l'avant du cerveau, donc dans le lobe préfrontal, si développé chez les Blancs et non à l'arrière dans le lobe occipital. Fort de ce succès aux États-Unis, différents médecins sudistes se firent une spécialité de démontrer l'infériorité des Noirs dans d'autres domaines et même dans tous. Ces esclaves s'enfuyaient souvent. Pourquoi? Dans l'espoir de trouver la liberté? Nullement. C'était une maladie qui les frappait. Donc après, ils vont trouver tout un tas d'atrocités que je ne partage pas, même si, encore une fois, je ne porte pas certains peuples africains dans mon cœur, mais je ne leur veux pas de mal, je ne les hiérarchise pas en dessous, ils ont leur propre culture et ils sont bien chez eux. Voilà. Comme le français est bien chez lui, et il ne le serait pas en Bulgarie ou en Roumanie, par exemple. Alors à la page numéro 28-29, on a maintenant ce qui arrive, c'est le déterminisme biologique. La science servait donc à tout. À partir de la craniologie, se développait une théorie qu'on peut appeler le déterminisme biologique. Les individus étaient en tout déterminés par leur corps, et cela ne se retrouvait pas seulement chez les Noirs. Le champ d'application de cette théorie s'étendait très loin. Selon Charles White, tous les hommes dépendaient de leurs données héréditaires. On ne disait pas encore les gènes. Et s'ils étaient petits, pauvres, idiots, c'était le fait de leur statut biologique et de rien d'autre. Le déterminisme, dont on a énuméré quelques traits l'autre jour avec Julian Huxley et son livre L'UNESCO. Et aujourd'hui, c'est partagé par bon nombre. Hein. La science ne fournissait pas seulement une matière au racisme, elle justifiait le sexisme, les classes sociales, les inégalités de fortune, la répartition inégale des dons intellectuels, etc. Tout inférieur dans la société était d'abord inférieur dans son corps. La nature elle-même avait voulu le sort des malheureux. Tous les gens du bas de l'échelle étaient des sous-produits, presque des bêtes. C'est dans ce cadre général du déterminisme biologique qu'il nous fallait raconter en premier que se situe la folle aventure de César Lombroso, l'homme pour lequel les criminels étaient des criminels dès le berceau. Lombroso le Magnifique. Quand en 1876, César Lombroso lança son brûlot, l'uomo delinquente, son originalité tenait moins dans ses thèses que dans la façon inhabituelle, affirmative, étayée, volumineuse, péremptoire, chiffrée, avec laquelle il les exposa. D'autres déjà avaient essayé d'appliquer l'idée centrale du déterminisme biologique aux criminels. Ainsi, J.C. Pritchard avait soutenu que les délinquants étaient atteints d'une sorte de folie morale, moral insanity. Et le docteur H. Lauvergne, en 1851, avait même lancé l'idée d'une liaison entre la petitesse du cervelet et la tendance au crime. Voilà, hein. Les sources, et encore même, il faut me procurer tous ces autres livres en dehors de celui-ci, mais voilà ce qui inspira la solution finale, l'évincement des handicapés. Donc vous comprenez que là, on est sur des gens, Lombroso comme Broca et d'autres, des socialistes, qui en fait servi à radicaliser et à créer un mouvement à cette époque, qui devait être acceptable ou non pour certains. Voire même, comme ceux qui aiment se châtier sur les crimes du passé qu'ils n'ont pas commis, on pense à l'esclavage et à bien d'autres choses, que dire lorsqu'ils entendaient que leurs conditions étaient dues à leur biologie? Sinon que peut-être ils restaient dans une condamnation perpétuelle. Regardez la suite. Après ces pionniers, on a G. Ferrus en 1850, B. Morel en 1857, deux psychiatres qui s'étaient intéressés aux détenus et avaient conçu l'idée que ceux
qui faisaient le mal, poussés par des forces intérieures ou extérieures, n'étaient pas forcément responsables. Ils étaient des irresponsables partiels qui n'avaient pas agi dans une totale liberté. Lombroso n'aurait dit que cela, il resterait donc parmi les premiers criminologues comme un grand esprit, peut-être un génie. D'ailleurs, même s'il finit par dire beaucoup de bêtises dans son délire positiviste et s'enferrer dans des positions intenables, et avec lui une bonne partie de l'école criminologiste italienne, l'homme était exceptionnel, avec cependant une indiscutable touche de bizarrerie. Par exemple, il croyait au spiritisme, à l'hypnotisme et même à l'homéopathie dans le traitement des aliénés. Incroyable. On le retrouve donc dans les mouvements spiritistes de l'époque. Donc certainement épousait également le behaviorisme et toutes ces autres choses. Né dans une famille juive modeste, le 10 janvier 1836, il est le fils d'une mère exigeante, ambitieuse, qui le poussera à faire des études supérieures malgré le peu d'argent dont elle dispose, car elle a 5 enfants. Il sera médecin, après un passage dans les universités de Padoue, Vienne et Pavie. Le sujet de sa thèse manifeste déjà ce qui restera au centre de ses préoccupations, les crétins, au sens médical bien entendu. Sans clientèle, et après un passage dans l'armée comme médecin militaire de 1858 à 1863, César Lombroso se voit confier le cours de psychiatrie à l'université de Pavie en 1864 et surtout la direction de l'asile d'aliénés qui en dépend. C'est là que, pendant des années, avec une sorte de voracité pour les chiffres, il va mesurer en long et en large des têtes, des bras, des oreilles de fous et de criminels, malades, qui sont confiés aux soins de l'établissement. En 1876, son acharnement paye. Dans la même année, il obtient la chaire de médecine légale à l'université de Turin et publie sa bombe, aussitôt traduite dans toutes les langues européennes, L'homme criminel. Donc à la base, nous avons un homme juif qui est accepté dans une université et qui donne des cours et qui va après nous sortir l'homme criminel. Donc c'est pas le fait qu'il soit juif, mais il faut quand même préciser. Quand il est chrétien, on le dit, quand il est musulman aussi. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, il y a une sorte de carte où il ne faudrait plus énumérer certaines communautés. C'est le succès immédiat. Le climat d'insécurité de l'époque y est sans doute pour quelque chose. Vous entendez? Et je vous ai dit l'autre jour que tout était question de climat, comme la géo-ingénierie gère le climat, l'ingénierie sociale le fait elle, avec les populations. Et donc, que si à l'époque, Hitler a pu, par exemple, légaliser l'opération T4 et même faire en sorte que des gens de leur propre famille sacrifient ces êtres humains, c'est qu'il y avait une ambiance générale qui était présente. S'il y a pu avoir un tel engagement et comme ça, chacun qui fait sa manufacture joue son rôle dans l'effacement de l'autre et par exemple pour la pouponnière agit également de cette façon, s'apprête à donner la mort d'un côté dans un camp pour, dans l'autre camp, le Lebensborn programme, donner la vie, c'est qu'il y avait comme ça toute une idéologie, une acceptation, qu'il y ait comme ça une action collective. Et bien là, on nous dit qu'il profitait de l'époque où il y avait de l'insécurité. Exactement les mêmes phénomènes qui se produisent aujourd'hui, où ils importent une multitude de personnes qui ne viendront jamais pour faire partie de notre peuple résultat, mais seulement pour occuper le territoire, faire de la criminalité, de la délinquance. Mais derrière, en arrière-plan, les mêmes acteurs, les socialistes qui agissent au nom de l'humanitaire, de faire venir tout le monde et tout ce que l'on veut, sont en train de travailler à nous expliquer que maintenant il y a une différence de caste et de race, et donc il faudrait passer à l'action. Et ils préparent déjà les mêmes conditions que l'époque pour qu'il y ait le drame et le crime qui soient commis. Vous comprenez ? Qu'un uniforme soit quelque part mis à chacun pour repartir dans des travers. Donc c'est le succès immédiat. Le climat d'insécurité de l'époque y est sans doute pour quelque chose. La presse s'est développée, la presse à sensation surtout, et la criminalité peut-être en légère augmentation, les historiens en discutent, fait la une de tous les journaux d'Europe. On a peur. Qui sont ces gens venus de l'ombre qui attaquent, volent, assassinent? Des gens comme nous? Non, répond Lombroso. Et ainsi, il rassure son public. Non, dit-il, ces gens sont très différents de nous, marqués dès la naissance. Ce sont des fous moraux, des dégénérés, des animaux,
Et ce qu'ils sont, cela se voit. Vous pouvez le voir, donc vous protéger. Les éditions de son livre vont se suivre pendant 20 ans. On y trouvera toujours renouvelé et l'intelligence et la bizarrerie de Lombroso. Quoi qu'on lui oppose, même des faits indiscutables, il ne reculera jamais, ne dira jamais qu'il s'est trompé, mais il ne niera jamais non plus ce qu'on lui objecte. Il fera un mélange, un ragoût de toutes les opinions, les siennes et celles des autres. Il dira par exemple que le criminel a souvent un petit cerveau. Quand on lui objectera qu'on trouve aussi des crânes de délinquants à forte capacité, il ajoutera simplement quelques lignes à son ouvrage pour dire que les criminels sont tous très remarquables par la masse de l'encéphale qui est ou plutôt petite ou plutôt volumineuse. Donc, tout est son contraire. Quand des criminologues de renom, comme le professeur Lacassagne, feront valoir que le criminel est souvent le produit de son milieu, des conditions économiques et sanitaires, de la misère, Lombroso ajoutera aussi cette thèse sans changer la sienne. Les crimes ont plusieurs origines, internes ou externes, mais beaucoup sont commis par des criminels nés, délinquants par force intérieure que le milieu, d'accord, il joue un rôle aussi, n'a pu qu'incliner encore plus vers le mal. Lombroso aura réponse à tout et ne se reniera jamais. Donc c'est dans ton code génétique, tu seras un criminel. C'est vrai que on n'est pas seulement dans le déterminisme biologique parce que l'environnement, les fréquentations que l'on peut avoir ont leur part d'importance, mais je dois reconnaître ça, vous voyez, comme le contrat social quelque part, je dois reconnaître une partie de cette véracité, mais en même temps expliquer qu'il y a une force, une dimension plus puissante que l'homme, que sa volonté humaine, si je puis dire, celle de sa génétique, qui joue contre lui, qui l'a condamné dès les berceaux. C'est en tout cas ce qui était expliqué l'homme criminel. Et donc il continue comme ça après avec les psychiatres et compagnie. Est-ce que j'ai pris la page? Non, 31, on va la laisser. Et il arrive à un moment à quelque chose d'assez scandaleux, en dehors déjà de tout ce qui peut nous déranger hein, dans ce qu'il a avancé, c'est la violence de la nature. Ce qu'il a dit est toujours avec exemples, détails, multiples références et bien souvent surprenant. Reprenons son idée de base. Le criminel, victime d'une lourde hérédité, régresse vers ses origines et celles de la race humaine. Par atavisme, il redevient un enfant et même un animal. En fait, il viendrait à... Vous voyez, parce qu'ils sont dans l'idée de la théorie de Darwin. Donc, c'est-à-dire que finalement, ta génétique précédente te ramènerait d'abord à ce que quand tu étais enfant, insouciant, ne comprenant pas forcément tous les tenants du bien et du mal, et puis carrément à l'état animal, où il n'y a plus de conscience et de compréhension de l'environnement, ni de soi ni des autres. Donc là, exposé avec modération, la thèse de l'atavisme serait, surtout si l'on conservait le rôle du milieu, certainement à considérer comme facteur de la délinquance. Mais Lombroso va s'en ferrer, pousser sa pensée à bout et au-delà du raisonnable. Il va dire « Oui, le criminel régresse. Il redevient un enfant, un animal. Or, enfants et animaux ont de fortes pulsions criminelles, sont déjà plus ou moins des délinquants. » Démontrer qu'enfants et animaux sont des criminels en puissance n'était pas facile, et Lombroso y a consacré toute la première partie de son ouvrage intitulé « Embryologie du crime », sur plus de 100 pages. La violence est dans la nature, et personne n'en doute. Mais les arguments très simplistes qu'utilise Lombroso sont surprenants. Il les a ramassés partout, dans des ouvrages scientifiques, mais aussi dans des articles de journaux, des livres de zoologie destinés aux enfants, des récits de voyages en Afrique, etc. En tout cas, il affirme avec exemple à l'appui que les animaux ont tous des vices, et ont tous les vices. Il pratique le mensonge et l'escroquerie. Ainsi, le Cercopithecus monas est un véritable filou. Tout en recevant vos caresses, il glisse ses mains dans vos poches, vous vole et cache les objets volés. Fin de citation. De même, il n'est pas rare de rencontrer dans les écuries militaires, je cite, des chevaux qui feignent de boiter. Fin de citation. Donc, pour pas être à l'effort, ou comme le chien, vous voyez, qui serait vous faire une certaine tête pour obtenir une friandise, ou encore faire comme si ce n'était pas lui qui avait détruit la paire de tongs ou bien une partie du canapé ou ce que vous voulez. Certains animaux consomment des boissons alcoolisées apparemment comme de vulgaires truands de banlieue. Ces animaux se tuent entre eux, je cite, dans l'Écosse septentrionale et dans les îles Féroé,
On voit souvent des troupes de corneilles mettre à mort quelques-unes de leurs compagnes coupables. Fin de citation. Lombroso signale encore une fourmi mâle qui a violé une ouvrière aux organes sexuels atrophiés parce qu'il n'avait pas accès aux femelles reproductrices. Des vaches tueraient aussi par passion. Le meurtre par amour serait même loin d'être rare. Je cite. Le serin mâle des Canaries détruit souvent son propre nid et disperse les œufs, il tue la femelle, et pour le dompter, il faut lui en donner 2. Fin de citation. Et encore, je cite, le coq cédron, quand il est amoureux, devient furieux et se jette même sur l'homme. Fin de citation. Lombroso signale des assassinats chez les animaux, comme dans le cas de cette cigogne adultère qui, avec son amant, aurait assassiné son mari. Et puis, les loups se mangent entre eux. Les rats en font autant. La femelle du crocodile mange parfois ses petits, etc. Ça continue dans l'explication. J'ai mis la page numéro 34. Tac, tac, tac. Ok, 34, 38 après. Les animaux peuvent constituer des associations de malfaiteurs pour en éliminer un avec sadisme. Je cite. Une hirondelle étant retournée à son nid, le trouva occupé par un moineau. Tous ses efforts pour le déloger restèrent infructueux. Elle eut alors recours à ses compagnes qui arrivèrent, portant dans leur bec du mortier, et murèrent l'intrus dans le nid usurpé. Fin de citation. Lombroso reprend dans Louis Figuier, vulgarisation scientifique, auteur d'un ouvrage très discutable intitulé Histoire du merveilleux, sorti en 1860, la légende de 3 castors qui bâtissaient un édifice au bord d'un fleuve, tandis qu'un 4e vivait solitaire. Il lui aurait tendu un piège et il l'aurait assassiné. Bref, selon Lombroso, on relève dans la nature tout ce qui mène au crime. La jalousie, la cruauté, la paresse, le jeu et, par voie de conséquence, tous les crimes ou délits. Le vol, le meurtre sous toutes ses formes, l'avortement, l'infanticide, l'assassinat des vieillards, la vengeance religieuse, le cannibalisme et compagnie. Même certaines plantes insectivores, paraît-il, commettent des meurtres. Lombroso faisait ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Toutes les conduites animales étaient par lui comparées, assimilées à des conduites humaines et jugées comme telles. Pour lui, l'homme criminel est donc celui qui, retournant ses mauvais instincts, va se retrouver cheval, corneille, vache, serin, hirondelle et castor, comme dans les exemples cités, et ne pouvoir dominer les pulsions qui lui viennent de son origine. L'être humain, qui commettra des crimes, ressemblera même physiquement à ces animaux criminels, dont Lombroso signale, dès cette première partie, sans doute pour donner de la cohérence à sa démonstration, qu'ils sont eux-mêmes souvent victimes de tares physiques, visibles ou invisibles. Les chevaux vicieux auraient le front étroit et beaucoup d'entre eux présenteraient des malformations congénitales du cerveau. Au fond, Lombroso préfigure, dès 1876, le fameux récit de Stevenson de 1886. Le bon docteur Jekyll, en devenant le méchant Mr. Hyde, et en reprenant à ce moment un faciès de singe, revient vers l'animalité criminelle de nos ancêtres qui perdure en lui comme en chacun de nous. Toutes ces idées étaient folles, anti-scientifiques au possible, mais il est avéré qu'elles étaient dans l'air du temps, vers la fin du XIXe siècle, et donc admises, acceptées par certains. Allons à la page numéro 38. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Ok. La thèse de Lombroso est fortifiée. Démontrée, rendue inattaquable par l'abondance des cas cités, du moins le croit-il, et beaucoup de lecteurs le crurent sans doute aussi. Dans un temps où la science mêla avec le même aplomb vérité et mensonge, pourvu que l'amalgame fût plus ou moins mathématique. Une fois de plus, le criminologue italien, en même temps génial et absurde, a une intuition fondamentale. Il annonce ce que dira fort justement Sigmund Freud plus tard. Donc peut-on penser que Sigmund Freud ait été inspiré de Lombroso, eux qui se côtoient tous avec des Bernays, avec des Huxley et compagnie. Il est possible. Alors, il nous dit « L'enfant est un pervers polymorphe, et nullement la blanche colombe que croit sa mère. » Mais aussitôt Lombroso en rajoute « Il est pris par la manie de son temps, la volonté de démontrer scientifiquement la chose en l'alliant à des caractères prétendus objectifs, ce qui le conduit dans les chemins de l'erreur. » En effet, ces fameux caractères objectifs, ces anomalies que révèle
que relève Lombroso sont parfois bien vagues. Un regard oblique, un regard sombre, une blessure à la tête, un front couvert, d'autres sont contradictoires. Il note les mentons effacés et les mentons qui avancent. Prognatisme, les crânes étroits, dolicocéphales, et les crânes larges, brachycéphales, les aplatis et les saillants, etc. Comment s'étonner, dès lors, qu'il puisse retrouver son fameux type criminel chez 59% des mineurs étudiés, et même chez 91% si l'on tenait compte de l'une seule de ces anomalies. Ainsi, 91% des enfants auraient le type criminel. Il est vrai que Lombroso dit un peu plus loin que souvent ces fâcheux stigmates s'effacent avec l'âge. Tous les enfants à type criminel ne deviennent pas des criminels, merci pour eux. Le criminel est au total une sorte d'enfant qui serait retourné vers la bête que ses ancêtres ont été, dans une régression qui la transforme, cette personne, en monstre à cheval entre l'humanité et l'animalité. Autrement dit, ce mouvement en fait un de nos ancêtres, un de ces hommes primitifs qui vivent encore sur des terres lointaines que l'on appelle des sauvages dans le vocabulaire du temps. Et donc il continue. Et on voit que pour Lombroso, qui n'a aucun mal à en convaincre ses contemporains, avec le concours des récits d'explorateurs de l'époque, les sauvages sont tous des brutes et même des assassins. Je cite. Le crime chez les sauvages n'est plus une exception, mais la règle générale. Fin de citation, écrit-il. La criminalité est le comportement normal des peuples inférieurs. Et les noms, ces crimes, vol, avortement, infanticide, meurtre rituel, sacrifice religieux, homicide, et caprice, assassinat systématique des plus faibles, vieillards et malades, et cannibalisme. Lombroso se dresse comme l'anti-Rousseau qui imaginait l'homme primitif naturellement bon avant sa perversion par la société. Mais l'information de l'un n'est pas meilleure que celle de l'autre, et tous deux font preuve d'une grande naïveté en même temps que d'une totale méconnaissance des comportements premiers. Lombroso n'en démord pas moins, car il tient le modèle de son criminel né. C'est à cet homme du passé, ou du lointain, que ressemble l'incompréhensible délinquant moderne à un habitant des cavernes, à un Hontanto ou à un féroce guerrier de Nouvelle-Guinée. Dans ces mondes primitifs, nos assassins ne seraient pas dépaysés. Là encore, l'idée de Lombroso n'est pas vraiment nouvelle, et un autre juriste célèbre de l'époque, Gabriel Tarde, pourtant opposé à fonder la science pénale sur les sciences naturelles, a suggéré que certains criminels modernes pourraient être l'ornement et l'aristocratie morale d'une tribu de peau rouge, ce qui est une véritable calomnie raciste. Je voulais dire autre chose, parce qu'hier j'étais sur la chaîne de Joseph, la chaîne du connard, où ils font des décryptages avec sa petite équipe de ce qui se passe dans les films, au ciné. Ils donnent leur avis critique à la fois sur la réalisation, les scènes, le scénario et compagnie. Et ils en sont venus à parler, je crois que c'est Jury 2, il me semble, quelque chose comme ça. Et je vous avoue que moi j'apprécie pas mal les films sur les histoires vraies, même si des fois ils ne le sont pas forcément dans les histoires de jury, de culpabilité, comme la série Your Honor par exemple, Votre Honneur, où un père doit défendre son fils d'un accident, mais qui du coup pourrait se transformer en non-assistance à personne en danger, donc derrière en crime, et alourdir la peine, si je puis dire, et puis pareil avec un complice, puisque non dénoncé, et ayant quand même une forme d'autorité dans la justice. Bref, ça questionne. Donc on est comme ça à se voir aussi dans le personnage, comment on agirait, et voilà que on est en réflexion sur l'éthique, les bases de la morale. Eh bien, là, il parle, c'est pour ça que je viens énumérer le sujet, c'est qu'il parle de personnes qui seraient condamnées dès leur naissance par la biologie, de criminels modernes quelque part, et derrière donc de certains jugements qui pourraient avoir lieu ou non, puisque là on est aussi sur Gabriel Tarde, qui quand même est opposé à fonder une science pénale sur les sciences naturelles. Et ça va certainement me mettre le pied à l'étrier prochainement pour me procurer des livres sur le système judiciaire humain. Comment on en est venu à constituer les bases, à créer comme ça des tribunaux du coup, excusez-moi, à mettre en place, voyez-vous, des avocats, des juges, des procureurs et compagnie.
comment tout ceci s'est structuré et où en est le droit actuellement par rapport à ce qui existait sous la Rome antique et encore ce qui a précédé. Ça va être un sujet, ça, pour 2025, parce que je pense qu'il y a des heures et des heures de recherche et des centaines d'heures de lecture à avoir. Mais en 2025, voilà, je vous annonce déjà, sur ma chaîne Vérité à venir, on traitera la thématique de la justice, de la façon de se défendre, et on reviendra aussi sur le procès de Nuremberg, et on reviendra sur des faits historiques qui nous questionnent sur la défense de l'homme, sur la responsabilité des criminels et comment les poursuivre. Et ceci aboutira ou non, mais je le pense en tout cas fortement, sur l'idée des camps du travail. Pas de camps de concentration, mais des camps du travail. On reviendra à certaines notions que j'ai pu partager. On est à quoi? 45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on est après à la page 45. Donc vous avez ce genre de choses dans le livre, et où ils sont là à vouloir faire la différence entre le Gatti qui serait incendiaire, le Tavecchio qui serait un voleur, le Arnioni plutôt qui serait un brigand, le Arnioni également donc brigand sous différentes formes, le Cessi qui serait un assassin, un espion, et le Macchi un voleur, donc avec les différentes formes de crâne qui correspondraient en tout cas aux criminalités et les différentes délinquances. Donc, en fait, Lombroso, il cherchera différents critères pour caractériser son criminel né. De nombreux tableaux et diagrammes sont consacrés à la mesure de la demi-circonférence du crâne, de la projection crânienne, des arcs et courbes, de l'indice céphalique, du diamètre vertical, de l'indice frontal, de la hauteur de la face, de la superficie du trou occipital, rappelons-le, occipital, temporal, préfrontal, et il y en a un autre. Ça, ce qui correspond également au lobe et au redécoupage, on va dire, des parties du cerveau entre la motricité, le langage, le repérage dans l'espace-temps et compagnie. Hein. Je vous ferai une pareil, au vu des 5-6 émissions que je dois préparer en dehors de ce livre sur la marchandisation du corps pour la fin d'année, sur l'esclavage par les musulmans et l'esclavage par les chrétiens. Ça sera l'année prochaine. On fera tout un travail sur le cerveau, sur l'explication. Alors moi, je ne suis pas un chercheur, professeur, ni même universitaire. Je ferai ça à mon niveau pour vous partager certaines bases, des compréhensions et puis des tâtonnements qu'on pourra avoir ensemble. Vous pourrez aussi réagir et m'orienter vers certaines pistes. Mais j'ai déjà 2 ouvrages en cours, dont un normalement qui est fait pour les universitaires, donc de temps en temps sur certains termes et certains développements. J'ai pas les explications qui vont avec, donc on va dire que je laisse ça de côté et j'essaie de le comprendre par la suite, mais oui, beaucoup de choses m'échappent. Alors peut-être qu'avec votre écoute attentive, vos réactions aussi, hein, qui sait, on arrivera voilà, à être complémentaires. Et vous m'expliquerez des choses que je n'ai pas forcément encore assimilées. Pour continuer, donc, si je viens à parler de ça, hein, je ne m'évade pas comme pourrait le faire un Soral. C'est seulement on était sur le sujet. Si je parle de Soral, c'est que là récemment j'ai vu pareil l'interview, je crois, le média en 442 ou un truc comme ça. Il n'est pas si bon que ça hein, pour quelqu'un qui a une maison d'édition, qui a un certain âge aussi, des lectures derrière lui. Je m'attendais à plus intéressant. Je vous avoue, j'ai jamais suivi leur développement, Soral et toute sa clique. ER, je crois, un truc comme ça. J'ai quelques-uns de leurs ouvrages, notamment, enfin, en tout cas, comment je pourrais dire, contre-culture. Et c'est sur l'argent, là, mince, j'ai plus le titre en tête, mais fait par rapport au cartel pharmaceutique, sur les vaccins, ce genre de choses. En fait, j'ai été vérifier certaines sources qui renvoyaient sur des blogs et donc qui étaient invérifiables. Donc des propos tenus par rapport à Lama et compagnie, qui sont à revoir. Ils ont également édité La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Pareillement, j'avais fait l'exercice où il y a beaucoup de sources qui ne tiennent pas la route et qui renvoient à des blogs. Je me tâte, parce que ça fait un long moment que je vous en parle, et j'ai très bien vu personne
n'a fait l'effort sur Internet. Même certains, on va dire, qui à l'époque étaient en train de privilégier Keller Sévrac sur tous les termes, je leur ai dit que j'avais détecté des trucs, et ils n'ont même pas fait l'effort, avec ce que j'aurais avancé, d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc, je me dis, est-ce que je dois vous publier après ce qui m'apparaît renvoyé sur un site russe, Love Read, etc. Mais si je le fais, est-ce que ça va pas nuire après, on va dire, à certaines informations qui se situent dedans? C'est ça le problème. Et ce qui est risible, c'est que les fact-checkers, debunkers, et ceux qui normalement doivent trouver la vérité et mettre à mal les complotistes, ils n'ont même pas fait l'exercice. Je veux dire, il suffit seulement d'ouvrir les livres et de regarder les inscriptions, là, les références en bas de page et d'aller vérifier les sources. 2 livres déjà chez Contre-Culture où il y a des problèmes. Donc, moi, je préfère être monsieur copier-coller, voyez-vous, qui fait de l'assemblage, dévoilé depuis 2020. En fait, il n'y a jamais eu aucune trouvaille d'une quelconque personne, puisque je disais, je pouvais me donner les références, et ce que j'ai fait au fur et à mesure des lectures, en disant ça situe, ça, je l'ai pris également pour l'assembler. Donc, rien de secret. En attendant, ce que je vous ai partagé, bah, tout est fiable, tout est vérifiable. Vous comprenez? À la différence de d'autres qui se veulent écrivains ou qui vous mettent des belles formules et qui renvoient sur des blogs et ce genre de choses. Intéressant. Ne nous égarons pas. Page 45, on rencontre tout dans la nature. Donc là, à bien lire ces statistiques, on y voit surtout qu'on rencontre de tout dans la nature et que tout est dans tout. Soutenir en particulier que les meurtriers avaient une mâchoire différente de celle des homicides tenait de la gageure ou du jeu de mots. Sous les protestations de ses collègues, Lombroso très ferme, dans la première édition sur les particularités des crânes de criminels, se fit beaucoup plus modeste dans la 4e publication italienne, écrivant même. Donc là, on cite Lombroso dans sa 4e publication. L'importance de ces recherches n'a pas répondu complètement à notre attente. Il ressort, en effet, seulement de ces études que l'atypie se rencontre dans les mesures de la face, surtout dans la hauteur et la largeur faciale, dans l'indice nasal, dans l'indice céphalo-spinal et dans la capacité orbitaire. Viennent ensuite la diminution, qui n'est pas pourtant constante, de la capacité de la circonférence crânienne et l'exagération de l'indice céphalique, du diamètre et poids mandibulaire, l'exiguïté de l'angle facial et du diamètre frontal de la demi-circonférence antérieure. Encore ces 2 dernières anomalies ne sont pas toujours constantes. Donc ça y est, là, il commence à douter un peu et à ne plus être dans l'assertion, une fiabilité à toute épreuve. Donc après, il continue, mais fidèle à sa méthode quand même, hein, de cumuler affirmations et leur contraire, il écrivit aussi que le criminel présentait malgré tout une asymétrie crânienne et une plagiocéphalie, 4 fois supérieure à la normale, avec un front qui fuyant, des mâchoires volumineuses, 2 fois plus souvent que chez les honnêtes gens. Donc sur les 383 crânes, Lombroso maintenait en particulier que si les moyennes n'étaient guère différentes, les variations individuelles pouvaient être considérables. Dans les crânes des criminels, il dénonça des anomalies suivantes. Une grande proéminence des arcades sourcilières, 58,2% des cas, anomalie dans le développement des dents de sagesse, 44,6% des cas, anomalie dans le développement donc des dents de sagesse, diminution de la capacité du crâne, 32,5%, un front fuyant, 28%, bref, et on peut continuer comme ça. On se rend maintenant à la page numéro 47. Donc on voit, dans les premières éditions de son œuvre, Lombroso fut tout à fait catégorique. Il prétendait même que les délinquants étaient donc d'une taille supérieure aux autres. Mais sous l'assaut de ses contradicteurs, il en arriva à des propos plus mesurés et écrivit sur la question une conclusion fort embrouillée. Écoutez bien, je cite. Bref, les criminels diffèrent de peu des normaux dans les plus petits chiffres. Ils leur seraient inférieurs dans les moyens. Et ils les surpasseraient de quelque peu dans les plus grands. Mais cette dernière différence s'efface en grande partie si l'on pense qu'il s'agit d'hommes de haute stature. Fin de citation. Et donc après il continue, et on pourra se rendre à la page 48 sur la physionomie criminelle. Mais ça sera la prochaine fois, on est quasiment à 1 heure.
je propose la prochaine fois de faire à peu près 1h30, 2 heures directement, où l'on terminera avec Lombroso, sa femme, sur les familles de crimes, en fait sur leur erreur de la craniométrie, ce que vous avez notamment en image en haut, et on basculera après sur le côté de Binet Sanglé qui accuse Jésus d'avoir été dans l'hérédité d'alcoolisme, ou encore d'avoir été tuberculeux, d'avoir été sous l'influence de gnostiques des chrétiens donc, qui se chartrent, etc. Enfin bref, des horreurs, mais que l'on doit énumérer tout de même pour les condamner. Voilà. C'est la preuve que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas refermés sur notre petit monde et que nous délaissons, voyez-vous, tout l'extérieur, ce qui ne va pas dans notre sens. C'est la preuve aussi, là, en personne, on va dire plutôt patriote, qui apprécie, en tout cas de mon côté, je suis dans l'appréciation, j'aime la forme d'identité, même si je ne me leurre pas non plus, parce que c'est une construction humaine qui n'est pas en total accord, adéquation avec Dieu. Donc j'essaie de trouver un équilibre, on va dire, entre création humaine et volonté de Dieu et ce à quoi il pourrait nous ramener aussi. Mais en attendant, je m'ouvre, voyez-vous, en contradictoire, à celui qui voudrait plutôt me laisser entendre que une espèce, donc une planète. Vous voyez, il n'y a pas à la redécouper en différentes catégories. Je m'ouvre également à ceux qui disaient, bah oui, la craniométrie est une connerie. Mais je laisse également une petite interstice, un petit espace, pour ceux qui expliquent qu'en tant qu'humains, tout de même, nous sommes différents. Et qu'en Occident, on aura par exemple des crânes, on va dire, qui vont être dans une certaine moyenne, si je puis dire. Euh, comment je pourrais exprimer ça? Voyez-vous, une certaine hauteur, vers l'avant, une profondeur, enfin du coup pas une profondeur, mais son inverse, voyez-vous. Une plongée quelque part, si je puis dire, différente de peuples africains, de peuples asiatiques et compagnie. Et on le voit tout de même. Je veux dire, le phénotype, il diffère un peu quand même. Ça ne veut pas dire que maintenant on doit classer ça sur intelligence, hein. Ça c'est pas du tout ce que je veux laisser entendre. Mais si nous avons eu ces différences, n'y a-t-il pas un intérêt à les conserver et... Je sais pas, je pose la question. Vous voyez, je n'impose rien en fait. Je mets seulement sur la table mes idées et j'écoute après ce qui peut m'en être dit. Mais j'ai quand même mon idée forgée à la base, vous voyez. Mais je ne suis pas dans le dogme, pas dans l'idéologie qui serait immuable et que l'on peut transformer. Jamais. Merci pour votre écoute. Donc on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Vous êtes au courant pour la 3e partie. Après, à l'intérieur, il y a d'autres chapitres, le docteur Edgar Berillon. Il y a aussi des chercheurs, hop, parce que moi je m'étais arrêté du coup ouais, à ce 3e chapitre, et normalement il y en a un 4e. Après, c'est... alors non, c'est sur l'épilogue, voilà. Donc, vous voyez, il me reste encore un peu de lecture dedans. Je suis arrêté pour vous dire exactement au niveau des notes. Ouais. À la page, normalement, 118. Donc, j'arrive au 3e chapitre. Et c'est docteur Edgar Berillon. Donc, la psychologie de la race allemande en 1917. Et voilà comment on arrive à la finalité. Vous voyez, vous comprenez maintenant qu'il faut remonter les filières et cesser comme... certains gauchistes, socialistes et tout ce qu'il en est, on va dire, de leur gros groupe anti-fasciste. Vous voyez, ils se prennent encore pour des acteurs contre Mussolini alors qu'il n'en est rien. Ils sont seulement en train de servir maintenant la pourrie musulmane. Bon, y a-t-il pas un problème dans cette alliance qui ne peut correspondre à notre territoire occidental? Là est la question. Donc ça nous conduira aussi d'ailleurs à la stratégie du choc de Naomi Klein et on reviendra après avec 2 autres ouvrages, le principe de population de Malthus qui nous fera comprendre ce qui se passait dans certaines parties du monde à l'époque, dont au niveau de l'Éthiopie il me semble, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'Afrique... j'ai perdu le nom, c'est pas grave. En tout cas, Éthiopie, Zambie, il me semble que c'est sur le même secteur, qui vendaient des enfants à l'Arabie, d'accord? Donc à l'époque, c'était peut-être pas encore des Saoudiens, je ne sais comment on les nommait, mais ils vendaient des enfants.
Vous comprenez? À 11 ans, ils étaient déjà mariés là-bas. Bref, il y a pas mal de choses qui, en tout cas, vont nous intéresser. Également sur certaines tribus qui s'affrontaient avec d'autres, qui enlevaient des femmes en tant que butin, et puis qui derrière créaient des crimes, des désordres, mettaient en servicement déjà une sorte de traite intra-africaine. Par exemple, si on prend l'Afrique, avant que les Occidentaux ne soient là, avant même que, si je puis dire, les Arabes également prennent partie à ce territoire, il y avait déjà des guerres intestines entre certaines tribus. On les retrouve également au niveau de l'Amérique latine. En fait, c'est des choses répandues. Donc, on a quand même une certaine forme de civilisation qui se joue avec le monde occidental. N'en déplaise à bon nombre. Et c'est là tout l'objectif, après 2025, de voir comment nous sommes passés tout de même d'un beau dynamisme, du croissant fertile, Turquie, de la Mésopotamie, des lieux où il y avait la culture, où il y avait les bibliothèques, où en fait il y avait aussi des belles révolutions, après dont la révolution agricole, hein. Après à l'Europe avec l'invention de la roue, avec finalement toutes les choses que l'on a pu apporter, les questions philosophiques, les mœurs ou non de l'époque, les conduites de vie, si je puis dire, les formes de sagesse que l'on peut acquérir, et puis bon, la suite des religions monothéistes, et où on en arrive. Et alors, à ce moment-ci, dans le XXIe siècle, le choc des cultures, à la Huntington, et là, le choc des civilisations, vers quoi il nous conduit, c'est un livre que je n'ai pas encore terminé, donc ça arrivera certainement pour 2025. Voilà. J'espère quand même avoir été assez concret aujourd'hui, que vous comprenez un peu ce que je vous partage. Et en fin d'année, donc là on est au mois de novembre, le mois prochain, on fera un récapitulatif de ce que l'on a abordé cette année, des connaissances que l'on a obtenues, qui donc deviennent des acquis au fur et à mesure, et qui nous permettent d'aller vers un autre palier. Et ça, il y a des thématiques, je pense que j'ai fait leur périmètre et leur cœur, donc je pourrais en sortir pour accéder à quelque chose d'autre, mais qui est quand même en relation. Tac, 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 et on augmente en connaissance. Merci, n'hésitez pas à liker, à partager par la flèche qui est juste en dessous, hein, ça prend quelques secondes, je vois qu'il y en a qui s'y activent et je vous en suis reconnaissant, ou bien à prendre l'URL, là vous faites double-clic, normalement ça sélectionne tout, ou bien vous passez la souris, vous faites clic droit après copier, et vous allez sur les différents réseaux, ça vous prend 1 minute 30, c'est pas grand chose, ça permet de propager le savoir, et à partir de là, de s'en remettre, on va dire, à une meilleure explication, même à sa famille, d'apprendre la société différemment. Pas seulement du point de vue d'un complot globalisé, pas seulement du point de vue dépressif, de on a déjà perdu, ou encore de d'autres qui se veulent conquérants. Prenons l'ensemble. Merci pour votre écoute, et je vous dis à bientôt. La vérité, l'avenir.